projet d'hôpital unique et puis en même temps pour vous demander des nouvelles de ce projet, quoi. Voilà, savoir où ça en était, parce qu'on savait que le projet avait été présenté dans le cadre d'une commission interministérielle, mais il n'y avait pas eu de réponse pour le moment. Il se trouve que ce rendez-vous a été annulé officiellement pour le motif que, suite aux annonces de M. Macron, il y avait une réunion qui serait sur le département, alors que le département n'est pas officiellement touché par le virus, nous a annoncé hier soir. Et par ailleurs, nous avons appris que M. Sampastous, croisant M. Véran dans les Hauts-de-Fer, a obtenu donc un accord, a obtenu l'assurance que ce projet donc, pouvait être validé officiellement par la commission coopérative. Voilà, donc on a quand même décidé de maintenir cette conférence de presse pour réagir et puis pour nous, de toute façon le combat n'est pas achevé. On sait que la population globalement est peu informée de ce projet, donc on va continuer à informer la population et on sait qu'en général les personnes qui sont peu informées de ce projet, quand on leur en parle, quand on leur donne des informations, globalement, ils sont opposés à ce projet. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y a un déficit de démocratie. On peut dire que la population n'a pas été consultée, ni même les soignants. C'est un projet qui, finalement, émane essentiellement de la direction, qui a été soutenu par l'ARS. Ils viennent de me dire un peu ce qu'ils venaient. Et ensuite, c'est soutenu par l'équipe médicale essentiellement de l'hôpital. C'est vraiment une opération de reformatage d'un hôpital qui finalement va aboutir à en gros 170 emplois à minima, 170 emplois en moins et 150 ou 160 lits en moins. Quand on considère la période que nous traversons qui n'est pas encore finie, c'est vraiment quelque chose de complètement inacceptable de penser que ce type de projet puisse se poursuivre. Voilà. Je peux rajouter que bon, ce qui se passe aujourd'hui, ça illustre où va la démocratie. Le virus, il a bon dos. Le préfet veut pas recevoir, c'est une fin de non-recevoir, point. Le projet qui a été présenté et qui figure sur la semaine, donc avec les 3 versions, à partir d'une étude. D'une étude dont je peux vous dire, j'ai été membre du conseil de surveillance, j'ai été dans le temps président de la commission des finances de l'établissement. Je peux vous dire que les études sont bidons. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait une comparaison des coûts, la rénovation de l'hôpital tel qu'il est, il y a déjà eu des études qui ont été faites, puisque je suis parfaitement au courant et que ces études et des devis réalisés. Pour l'essentiel de la rénovation, c'est l'isolation qu'on fait par l'extérieur. Or, on nous explique que ça va coûter très cher de rénover l'hôpital de Tarbes. Savez-vous pourquoi? Parce que tout simplement, et ils ne le disent pas, ils proposent d'agrandir l'hôpital pour déménager les lits là où il y a des travaux, pour les mettre dans l'extension qui aura un coût de plusieurs millions. Et ensuite, on les y remettra. C'est-à-dire, alors que tous les étages ont été rénovés sauf un, et on a déplacé personne, on a agrandi personne. Alors là, dans le projet, dans l'étude, il s'agit d'agrandir les ailes. Vous avez vu, il y a 3 ailes là, sur l'hôpital. On veut les étendre, de façon à accueillir une partie des lits actuels, pendant que l'on rénove. Mais c'est une première. Alors, quand on s'informe un peu, c'est, je crois, la première fois
que ça arriverait en France. Parce qu'on nous dit que l'hôpital Fontenoy est trop vieux et qu'il faut le rénover. Je dirais que alors il faut rénover plus de 88% des hôpitaux de France qui sont plus vieux que l'hôpital Fontenoy. Donc, vous voyez que le coût est surestimé. Par contre, dans le même temps, le coût du nouvel hôpital, il est sous-estimé. Il est sous-estimé, il y a déjà eu une polémique il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, avec M. Glavany, qui d'ailleurs lui tenait les chiffres réels donnés par le ministère de la Santé de l'époque, c'est-à-dire Mme Bachelot, vous voyez, qui elle pensait que ça estimait le coût bien plus élevé. Non seulement on présente un coût à minima pour le faire avaler, vous voyez, vous comprenez la comparaison. Ça coûte 205 millions de rénover et ça n'en coûte que 180 d'en faire un neuf. Donc, naturellement, n'importe qui va dire ah oui, forcément. Sauf que quand on va construire le nouvel hôpital avec un établissement déjà fortement endetté, qui a du mal à payer ses dettes, il va y avoir un hôpital avec moins de lits, c'est-à-dire moins de médecins, moins de personnel, moins de recettes. Ça veut dire qu'avec moins de recettes, il va falloir rembourser la dette actuelle plus l'emprunt réalisé pour la construction du nouvel hôpital, dans lequel on n'a pas compté que cet hôpital, il va se retrouver sur un site à côté d'un aéroport et sur les vents dominants d'une porcherie industrielle. Alors quand on parle de microbes et de virus, il suffira qu'un jour la ventilation de la porcherie soit en panne pour que les effluves arrivent jusqu'à l'hôpital. Mais il faut dans les voies d'accès. Il va falloir un assainissement particulier, parce que ce n'est pas l'assainissement de la commune de Lannes qui va pouvoir absorber l'hôpital, ni le réseau d'eau de Lannes, ni les lignes électriques. Donc tout ce qui est énergie et fluide, il va falloir l'y amener exprès. Ça a un coût encore supplémentaire. Or, quand on sait très bien que, et ça puisqu'on en a discuté, un emprunt sur 20 ans, c'est impossible. Donc un emprunt sera sur 30 ans, 35 ans. Ça veut dire que quand on aura fini d'emprunter, il y aura le même argument que pour celui-ci. On dira il est trop vieux, il faut en construire un autre. Puisqu'on est encore en train de rembourser des investissements réalisés dans le cadre du dernier hôpital, dans lequel toutes les chambres ont été rénovées, il y a des chambres à un lit, il y a les blocs opératoires qui sont neufs, on vient de refaire le hall il y a très peu de temps. Donc voilà la gabegie. Tout un système qui consiste en fait à vouloir tuer la santé publique, non pas à la sauver, dans une période où on sait, maintenant d'ailleurs, c'est pas un scoop, vous lisez la presse, et à la Salpêtrière, il manque des centaines d'emplois par rapport au mois de janvier. Donc on est en train de désarmer la santé à peu près partout. Moi je pose une question de responsabilité. Parce qu'en plus, comme ce que financera l'État, ce n'est plus 50%, ça a changé, ça c'était avant, 50%, pour investir dans l'hôpital. C'est plus que 30%. L'État ne pourra s'engager qu'à hauteur de 30%. Regardez la dette que ça va représenter pour l'hôpital avec moins de recettes. Et écoutez-moi bien, moins de médecins. Ensuite, on nous dit qu'il faut un hôpital connecté. Bon, bien là, il n'y a pas la fibre. À l'hôpital, elle y est. C'est simplement un problème de tuyauterie. Ce n'est pas un problème fondamental d'éloignement, c'est un problème de tuyauterie. On nous dit on va faire quelque chose de très écologique, de très avancé. Figurez-vous que l'hôpital actuel, c'est le seul endroit des Hautes-Pyrénées où il y a un forage géothermique qu'on pourrait utiliser à l'époque. On remontait l'eau à 42 degrés et techniquement, on ne savait pas encore trop comment l'exploiter. Aujourd'hui, oui, de l'eau à 42 degrés, c'est extraordinaire. Et puis je vais vous dire même mieux, si on peut aller encore plus loin dans le système écologique, c'est la superficie de terrasse la plus importante du département.
Alors, des panneaux solaires, si on ne peut pas installer des panneaux solaires à l'hôpital de Tarbes, je me demande où est-ce qu'on peut bien en poser dans les Hautes-Pyrénées. Voilà tous ces éléments qui font... Alors le problème de la responsabilité, il y a des gens, des élus qui vont voter ça. Mais moi j'espère, à mon âge peut-être, je ne serai plus là, mais il faudra peut-être rendre des comptes. Il faudra peut-être rendre des comptes et exiger un jour, quand ça fonctionnera, s'ils le font. S'il y a des problèmes, et si les élus, pourquoi ne pas rendre responsables les élus sur leurs propres deniers? Pierre, je dirais même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on parle de rendre des comptes. Et avant de rendre des comptes, si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'effectivement on a entendu une décision. Alors nous, elle ne nous surprend pas cette décision. On voit bien au travers de tout ce qu'il dit qu'il y aurait besoin d'un débat démocratique et contradictoire. Il n'a pas eu lieu. Mais nous, ça ne nous étonne en rien, puisque M. Castex, ça a été le grand ordonnateur de la T2A. La T2A est reconnue maintenant par tout le monde comme étant la cause principale des déficits dans les hôpitaux. C'est M. Castex. M. Véran. M. Véran, il était directeur de cabinet de Marisol Touraine, qui n'a pas remis en cause la T2A et qui a, je dirais, réaffirmé la réforme Bachelot. Ce qui se passe, c'est qu'on est en face. Ce qui se passe, c'est qu'on est en face aujourd'hui d'un gouvernement et d'autorités locales qui continuent la même politique. Et là où c'est aberrant, c'est qu'on voit bien où nous a conduit cette politique. La politique d'aujourd'hui, c'est celle d'hier et c'est celle de la restriction budgétaire. La restriction budgétaire, et on nous dit, et on continue, il faut supprimer des lits. Sur les 25 dernières années, ce sont 123 000 lits qui ont été supprimés. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut tout un tas de restrictions, y compris aux libertés publiques à cause du Covid, la réalité, c'est qu'on sait que notre système hospitalier n'est plus aujourd'hui en mesure d'encaisser une épidémie et de continuer sa mission de santé publique. C'est ça la réalité. Parce que les chiffres, ils parlent. On a supprimé 123 000 lits, on a une population peu différente de celle de l'Allemagne. L'Allemagne a 28 000 lits de réanimation, nous en avons 5 000. Le professeur Juvin, qui est en plus un élu républicain en région parisienne, mais il travaille au centre Georges Pompidou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a moins de lits de réanimation et moins de personnel pour affronter la soi-disant deuxième vague. Donc nous, ce qu'on dit, il y a des élus ici qui se sont engagés pour dire que cet hôpital unique est une solution. La solution, c'est quoi? Suppression, on l'a dit, de 100 et quelques emplois et de 100 et quelques lits. On aurait aimé que le préfet nous précise. Bon, il nous a pas reçu. On apprend par la semaine, heureusement que vous êtes là, que M. Saint-Pastous peut se gargariser d'avoir obtenu un hôpital unique. Un hôpital unique avec une réduction de l'offre de soins et un hôpital unique avec moins de personnel. Donc nous, on dit très clairement, à l'aune de ce qui est en train de se passer dans ce pays, aujourd'hui, il y a des gens qui font, je dirais, une réflexion, y compris à droite, qui disent la politique de santé publique, qui est celle de la restriction, ne peut pas durer. Les personnels sont à bout, on ne peut pas leur demander de travailler plus, de faire des heures sup, ils en font comme ils n'en peuvent pas, ils ont des comptes épargne-temps qui explosent, et donc tout va mal. Et les gens sont en souffrance, et les gens quittent l'hôpital. Donc on dit la solution c'est ça, c'est un hôpital unique, loin de Tarbes, et on va laisser sur place à Tarbes un groupe qui est le principal groupe de santé privée, qui est le groupe Elsan, avec déjà des monopoles sur toute une série de spécialités. Donc on dit effectivement aujourd'hui, nous rentrons en résistance, on l'a déjà fait, mais on rentre en résistance contre ce projet. C'est pas parce qu'on nous l'annonce qu'on va laisser faire. Bon, c'est vrai qu'en France, quand on regarde, on voit qu'au Rouvray, dans le 76, et ben voilà, il y a une restructuration. Et qu'est-ce qu'il prévoit de fermer sur 500 lits? Il prévoit d'en fermer 196. Donc vous voyez qu'on continue. Et on va dans l'Essonne. Et alors l'Essonne, ça ressemble un peu à nous, là. Parce qu'en fait, c'est un plan de fusion des hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on apprend? On ferme 150 lits. Donc les élus qui viennent nous dire que c'est une amélioration de l'offre de soins et de la santé publique se moquent des populations. Et nous, on dit qu'il faut associer les populations, mettre ça en débat, un débat démocratique, et nous ne devons pas laisser de telles décisions à des technocrates et à des élus aujourd'hui qui ont les schémas de réflexion qui sont ceux qui nous ont pourri la vie pendant 25 ans. Donc voilà pourquoi on est là, pour déposer des pétitions, on va continuer et on va pas se laisser faire. Et on va aller voir ces fameux élus qui se gargarisent aujourd'hui d'avoir condamné l'hôpital de Tarbes et de Rouen. Alors moi je vais prendre la parole sur les hôpitaux de proximité. Il faut savoir qu'il faut 56 minutes pour partir de Gavarnie et arriver à Lourdes.
C'est-à-dire si on fait l'hôpital de proximité, il y aura encore 10 km de plus. Il faut savoir qu'on a formé les sapeurs-pompiers à être des assistantes sociales. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on se moque de la santé publique? Mais on a belle gueule de donner des leçons à tout le monde. Quand l'hôpital de Lourdes a été refait, on n'a plus de réanimation. Ils ont supprimé la maternité, donc maintenant c'est les pompiers qui font les sages-femmes. Et l'hôpital de Lourdes a été refait, celui de Tarbes a été refait. C'est le gaspillage d'argent public. On se demande où on est arrivé avec des gens qui nous parlent d'économie à court terme pour du gaspillage d'argent public, sachant pertinemment qu'on va massacrer l'environnement. On nous parle d'économie, il y aura 10 km de Lourdes à Lannes et 10 km de Tarbes à Lannes. Où va-t-on comme ça? Mais ça suffit, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a un préfet qui ne nous respecte pas, on lui rendra la monnaie, parce que c'est la clique à Macron, ils ont l'habitude du respect des gens. Nous aussi, on représente le peuple, et c'est nous qui lui payons son salaire au préfet. Pas qu'il oublie ça aussi. Alors le respect des gens, quand on a 3 rendez-vous, au moins au 3e, on n'a pas le mépris des gens. Hein. On sait comment ils nous traitent, et rassurez-vous, on ne se laissera pas faire, et il est anormal. De toute façon, on informe les gens, et nous, en campagne électorale, les gens étaient contre la fermeture de l'hôpital sur Lourdes. Je parle de Lourdes parce qu'on a fait campagne contre la fermeture, parce qu'on trouve aberrant. Il faut savoir que si on perd l'hôpital à Lourdes, ça fait 500 emplois. Demain, c'est la perception, c'est-à-dire qu'il va y avoir des coins du département, il ne restera plus rien. Hôpital, perception, qu'est-ce que faire? Demain, on sera avec des vides sanitaires, des vides, il n'y aura plus personne pour s'occuper des gens. Mais n'oublions pas que nous, l'hôpital de Lourdes, c'est toute la vallée des Gaves, hein, ça monte jusqu'à Gavarnie. Le monde d'après sera différent du monde d'hier. Mais n'oublions pas qu'on est en zone de montagne. Hein. On n'est pas ni dans la Bosse ni dans la Brie. Hein. Pour aller jusqu'à Gavarnie, vous prenez les routes dangereuses et c'est anormal qu'on veuille supprimer les hôpitaux de proximité. Castex dit l'autre jour à LCP, mardi au Conseil, je suis pour la défense des hôpitaux de proximité, mais ils nous prennent pour des idiots, on n'est pas plus bêtes qu'eux, on sait réfléchir, qu'ils n'oublient pas que s'ils ont un cerveau, nous aussi on en a un. Donc on ne se laissera pas endormir par des gens qui prennent les citoyens pour des idiots. Nous, on veut la santé publique et c'est normal qu'elle soit défendue dans les Hautes-Pyrénées comme partout. Hein. Parce que la santé publique, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Hein. Personne ne va à l'hôpital pour le plaisir, on va par nécessité. Merci. Vous oubliez de dire que nos impôts, ce sont toujours les mêmes. On se demande où passe l'argent. C'est là la question aussi qu'il faut poser. Voilà. Bon, les collectivités territoriales vont être appelées à payer, c'est-à-dire que ça n'est plus l'État qui va. Oui, bien sûr. Il faut éponger les 20%. Ils vont se payer leur hôpital. Ça veut dire que dans les régions riches, ils pourront se soigner, dans les régions pauvres, on ne peut pas soigner. C'est d'autant plus aggravé que les 18 € pour aller aux urgences, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas 18 € pour aller aux urgences. Et il y a des gens qui ne pourront pas se soigner, puisque les médecins ne se déplacent pas, il y a des gens qui ne pourront pas se soigner. Et en plus, on va éloigner. Il faut aller encore plus loin. Moi, je représente les populations du plateau de la Nemeusane et des Vallées. Elles ont signé en nombre les pétitions. Et nous avons, les populations ont peur parce que la psychiatrie, avec la loi Ségur, va rentrer avec la T2A. C'est-à-dire la tarification à l'acte, prévue par Jean Castex et portée par Roselyne Bachelot. Donc, la psychiatrie va être démantelée comme tous les hôpitaux de France. Et elle a un rôle social, psychologique et physique. Le social et le psychologique agissent sur le physique, c'est-à-dire sur l'état de santé. Avec la pandémie, le social est bouleversé, les relations aussi, la pauvreté se généralise et le psychologique est exacerbé par l'inquiétude, l'angoisse, la peur qui touche de plus en plus les personnes. Donc nous assistons en ce moment à une explosion des décompensations psychiatriques et tout cela va avoir des incidences sur l'état de santé d'un nombre considérable de personnes. Nous avons plus que jamais besoin des soins hospitaliers. Il faut écouter les professionnels du terrain et les populations qui ont signé en nombre cette pétition. L'hôpital psychiatrique de la Nemeusane
ainsi que le petit hôpital de proximité et toutes les structures qui en dépendent sont nos biens communs. Nous voulons les garder et les développer. Toutes les personnes, sans exception, doivent être soignées, même les personnes à l'hiver de la vie, particulièrement nombreuses sur le piémont pyrénéen. Et elles refusent cet hôpital unique de Lannes, qui est trop loin. Par rapport au financement supplémentaire, c'est-à-dire on est dans un système aussi de GHT, de groupement hospitalier territoire. Moi je suis proche, j'habite pas loin de Bagnères et c'est vrai qu'il y a une inquiétude aussi par rapport au financement, certainement une mutualisation du financement de cet hôpital et l'hôpital de Bagnères peut être amené à partager le financement et donc ça fera de l'argent. C'est pareil à Lannemezan. De même pour l'hôpital de Lannemezan et la psychiatrie qui va perdre son rôle départemental. Donc c'est la loi Touraine. C'est la loi Touraine. Groupement hospitalier de territoire. Et Véran qui était dans son cabinet. Ce futur hôpital, c'est vrai qu'il est vraiment complètement dans une logique financière qui perverse qui s'applique des ratios. Je vais donner un exemple sur la maternité. Donc la maternité de Lourdes est supprimée, celle de Lannemezan est supprimée. On a donc plus qu'une maternité. Voilà. Finalement, les ratios disent qu'on va faire une salle d'accouchement dès lors qu'on a à minima 500 accouchements par an. Sur le département, nous avons en gros 900 accouchements. Est-ce que l'arbitrage, ça sera une salle d'accouchement ou 2 salles d'accouchement? Vous voyez, tout est affaire de ratio. Les mètres carrés sont calculés en fonction du nombre de lits. 115 mètres carrés par lit. Et c'est le Copermo, c'est en haut que tout se décide, quoi. Et bon, en fin de compte, cet hôpital, c'est une avancée supplémentaire de cette gestion ultra-libérale de l'hôpital. Ça a commencé bien avant. Mais là, à la limite, c'était le cran qu'il fallait avancer, le pion qu'il fallait avancer en plus pour supprimer encore plus de lits et supprimer encore plus d'emplois. Voilà. Mutualiser et supprimer des emplois. Voilà. Et après, si on n'arrête pas ce mouvement-là, moi je dirais que leur politique, elle n'est pas courageuse du tout, parce que s'ils étaient vraiment courageux par rapport à la santé, quand M. Macron dit que la santé n'a pas de prix, moi j'en ferai une priorité. Suppression de la T2A qui handicape l'hôpital de façon lourde, de même que les objectifs de l'ONDAM par la sécurité sociale qui handicapent aussi l'hôpital, qui privilégie en fin de compte le privé par rapport au public. Donc s'il y aurait les moyens de redonner des ressources à l'hôpital, mais bon, c'est pas leur projet. C'est du libéral et puis c'est tout. Ils veulent que ça. Et moi je voudrais dire que quand même je suis venue en tant qu'infirmière, en tant que citoyenne. On vient de traverser une crise qui a été gérée épouvantablement. On nous a promis des choses aussi lourdes qui ne tiennent pas la route. Et là, encore, ça continue, c'est-à-dire qu'on continue sur des projets de restriction. On a fermé des lits, il y a 3500 lits qui ont été fermés quand même depuis mars. Okay. Donc on continue toujours les mêmes rengaines, on continue à nous faire des promesses et dans les faits, il n'y a que le contraire de ce qu'on promet. Donc moi j'espère que la deuxième vague, qui pour l'instant à mon avis, et ce n'est que mon avis, une petite réplique sismique de la seule vague qui a jamais existé. J'espère que la deuxième vague ne va pas avoir lieu parce que les soignants en ont ras-le-bol. Les soignants ils ne veulent plus bosser. J'ai demandé un bilan de compétences. On est des centaines à avoir démissionné, à être partis. Ça suffit. Donc maintenant, nos élus écoutent ce qu'on a à dire et qu'ils prennent les bonnes décisions. Vous êtes infirmière où? Vous êtes infirmière où? Je suis infirmière à Lannemezan.